Bonsoir à toutes et tous, on est en direct du paddock des 24 heures du Mans avec Laurent Mercier. Thibaut Villemont va vous débriefer rapidement cette hyperpole des 24 heures du Mans 2025 avec la pole position qui est revenue à Alex Lynn et au Cadillac Hertz Team Jota qui réalise même une première ligne puisque on a les deux voitures de l'équipe de Sami Gnet en première ligne. Une séance où il y a eu pas mal de surprises avec notamment les éliminations des Ferrari en hypercar. Et Thibaut, ça a été une belle surprise pour Cadillac et surtout l'année des 25 ans et pour leur première saison en tant qu'officiel avec la marque américaine, on a vu qu'ils ont répondu présent. Oui, effectivement. Donc, première ligne 100% Cadillac, première pole position dans l'histoire de Cadillac aux 24 heures du Mans. Après, on a eu quelques surprises. Il y a vraiment des constructeurs qui ont souffert. Et moi, j'ai été très surpris de voir deux Ferrari 499P éliminés en H1. En revanche, Porsche a été là. On a eu la numéro 6 qu'on pensait être la plus en verve qui a été éliminée hier, disqualifiée pour un poids non conforme. Et là, aujourd'hui, ils ont vraiment été dans le coup. Dans le coup, il y a eu un petit souci chez Porsche avec la numéro 5 de Julian Lower. Après, on a vu Mathieu Jaminet qu'on a eu très bon en EL3 qui a aussi répondu présent. Les BMW, Laurent, par contre, on a vu Dries Vanthoor qui est rentré tout de suite en Hyperpole 2. Ouais. Ça a été peut-être un peu... ils auraient peut-être pu faire mieux, mais ils étaient quand même un petit peu en retrait. Il en a manqué un petit peu, mais après avoir écouté les déclarations d'Andreas Rousse, le patron de BMW Motorsport, et Vincent Voss à l'arrivée, après le damier, et on est quand même plutôt satisfait dans le camp BMW M Team WRT avec les deux voitures qui sont passées en H2 et des chronos qui sont quand même potables. Et on a eu une petite frayeur avec Raffaele Marcello qui finalement s'est bien récupéré puisqu'il avait amélioré le tour après avoir raté un freinage à Mulsanne. Et c'est pas le seul, on va y revenir. Et une belle entame. La déception, il y a deux déceptions principales. Il y a Ferrari surtout, comme tu disais Thibaut, avec l'absence de la 51 et de la 83 en Hyperpole H2, mais même la 50 avec quand même un Top Gun, comme on l'appelle, Antonio Focco, ça n'a pas été ça. Toi, comment tu vois les choses en fait? Ferrari, honnêtement, quand on analyse les essais libres, il n'y a aucun souci, ils ont un rythme de course qui est incroyable. Toyota aussi, finalement, la meilleure ne partira que 10e, c'est la numéro 8 de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa, Brendan Hartley. La numéro 7 avait été éliminée hier. Personnellement, ces deux constructeurs, j'ai pas trop d'inquiétude. Quand on analyse les essais libres, ils sont vraiment dans le coup. Comme tu le dis, c'est pas parce qu'il y a eu ces petits problèmes-là que ça peut pas gagner les 24 heures du Mans. Non, Sébastien Buemi qui a fait une erreur au niveau de Mulsanne, qui a, comme Raffaele Marcello, ce qu'on disait. Mais pire, parce qu'il est passé dans le bac et surtout après il est rentré. Il n'a pas pu faire ça de vraies tentatives. Après la déception d'hier, la 7, forcément c'est une petite déception pour la 8 au niveau de l'Hyperpole H2. Et après, pour le reste, on a vu, Aston Martin, il n'y avait pas de grande surprise. On savait que la voiture ne serait pas au niveau d'aller chercher le top 5. Et quant à Alpine, avec la 36 de Fred Mako qui est passée en H2, tout n'était pas parfait pour le tour le plus rapide de Fred. Mais bon, là aussi, ça reste une hyperpole et c'est pas représentatif par rapport à la course. Justement, quand tu parlais du tour de Fred, le fait qu'il y ait plusieurs pilotes réquisitionnés, il y a des pilotes qui ne s'étaient pas du tout entraînés à l'exercice du tour lancé avec un faible niveau de carburant et des pneus neufs. C'est le cas de Fred, c'est le cas de Sébastien Buemi. Il y a des équipes qui ont assuré une place dans le top 8 et il y en a d'autres qui ont vraiment joué la pole en gardant, on va dire, le plus habile dans l'exercice du tour lancé au dernier moment. Et voilà, tout le monde n'a pas fait ça. Ouais, une stratégie qu'on a aussi vue en GT3. On va d'abord commencer en LMP2, Laurent, la pole position pour Mathias Bech et TDS. Okay. C'est le retour de TDS Racing sous sa propre bannière. Ça a été très serré jusqu'au bout et Mathias Bech il a sorti le bon chrono au bon moment. Xavier Combet, Jacques Morello, la voiture, ils savent la faire fonctionner, on l'a vu. Et Mathias Bech surtout, il a prouvé encore une fois qu'il fallait compter avec lui dans cet exercice. Ouais, on a même cru à un moment que c'était pour Tom Dillman qui a été parti avec un terreropole avec une stratégie différente, qui était seul en piste, qui n'avait pas du tout de trafic, personne devant, personne derrière. Et finalement, c'est un peu sur le fil que Mathias Bech, on connaît la pointe de vitesse de Mathias Bech. Et c'est une belle récompense pour le retour de TDS Racing sous sa propre entité aux 24 heures du Mans. Maintenant, là aussi, on a des équipages en Pro-Am qui partiront devant. Après, ça va se lisser durant la course. Mais il va quand même falloir se méfier de quelques équipages en Pro-Am parce que je pense qu'il y en a qui ont un bon coup à jouer dans la catégorie LMP2 générale. Ouais, non, j'ai rien à ajouter. Je mettais Louis de Letraz favori. Pas le tour parfait. Mais bon, non, Mathias Bech, on le connaît tous à pointe de vitesse et c'est chouette de voir une équipe française devant. Le LMGT3, comme tu disais Thibaut, on a vu des stratégies un peu différentes sur certaines voitures où, comme on vous le rappelle, vous ne pouviez pas avoir le même pilote entre H1 et H2. Donc avec des équipes qui ont mis le pilote le plus rapide en H1 pour justement assurer ce passage en H2 et ensuite mettre un pilote sur le papier
un petit peu moins rapide. On l'a vu avec Corvette, notamment avec Rui Andrade, et avec Valentino Rossi chez BMW et Team WRT. Mais par contre, Valentino Rossi a fait une super prestation parce qu'il a fallu se battre avec des pilotes qui sont quand même plus rapides que lui et qui ont beaucoup plus d'expérience. Le pilote italien a fait un super temps, mais par contre, Mattia Drudi a sorti le chrono au bon moment. Ça récompense un peu tout ce qu'on voit du pilote italien depuis plusieurs années, notamment en GT World Challenge. On l'a vu avec Audi, on l'a vu depuis l'an dernier, depuis qu'il est chez Aston Martin, où il a gagné les 24 heures de Spa sa première année. C'est vraiment devenu une référence de la catégorie, il l'a prouvé. Laurent, je me tourne vers toi, qui est un peu plus spécialiste du GT3 que nous. Mattia Drudi, on en a encore parlé ce matin avec plusieurs personnes dans le paddock, c'est une des références aujourd'hui. Ça a été, je pense, ces dernières années, un pilote qui était sous-coté, Mattia Drudi, dont le père a gagné sa catégorie aux 24 heures du Mans il y a quand même pas mal d'années maintenant, Luca Drudi. Mais il a, je pense, débuté, comme tu l'as dit, sa carrière, on va dire, on l'a connu vraiment avec Audi. Il a franchi un step avec Aston Martin et Mattia Drudi, ça fait partie des meilleurs pilotes GT au monde maintenant. C'est pas le pilote le plus expressif, mais par contre, Mattia Drudi, il fait le taf, il fait le boulot. Ce qu'on lui demande. The Art of Racing, en plus de son programme prototype, continue à faire son programme en LMGT3. Et comme tu l'as dit au début de l'explication de la catégorie LMGT3, Valentino Rossi, on a mis Kelvin van der Linde dans la première Hyperpole. Et on a choisi de mettre Valentino Rossi dans la deuxième et qui se bat, comme tu l'as dit, face à des pilotes bien plus réputés. Et le troisième temps est franchement magnifique pour la BMW numéro 46. Alors on l'a vu, les réactions dans le box, ça prouvait la performance de l'Italien. Petite mention pour la Mercedes Iron Lynx, Laurent, voilà, avec Maxime Martin, parce qu'on a vu un début de semaine plus que compliqué pour Iron Lynx. On a eu un changement de châssis avec après une sortie de piste pour Stephen Grove. Là, on a Maxime Martin qui redonne un petit peu de baume au cœur, on va dire, à Iron Lynx et qui prouve que la voiture peut marcher quand même à minima sur un tour. Je pense que les gars, vous serez d'accord avec moi. L'avantage aussi qu'on a vu, c'est qu'on a beaucoup de constructeurs différents dans la hiérarchie. Et ça, c'est quand même beau pour une catégorie quand même qui est réputée pour être bopée, on va dire, avec une balance de performance. Et là, on a des constructeurs différents qui se suivent dans la hiérarchie. Et ça, c'est plutôt joli et c'est plutôt de bon augure pour la course. Bon, maintenant, il nous reste à conclure. Pronostic au bout de cette Hyperpole. On met un pronostic après la nuit. Non. Après demain, j'ai rien à ajouter. Non mais demain, parce qu'on sait, avec Pierre, on s'est cuté pour les pronostics en hypercar pour la Superpole. Donc on vous le disait, écoutez-nous pour gagner de l'argent au niveau des pronos. Non, on est imbattable. Nous écoutez pas. Et on vous donne rendez-vous en tout cas samedi pour suivre ces 24 heures du Mans 2025. Il n'y aura pas de direct commenté comme on a pu le faire pour les qualifications et l'Hyperpole. On va revenir sur un format un peu plus standard avec notre live text que vous pourrez retrouver gratuitement sur Endurance Info. En attendant, si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez notre guide pour pouvoir suivre au mieux la course. On vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous samedi pour les 24 heures du Mans 2025. Et à demain.